Dans la nuit du 1er au 2 février 2025, vers 3 heures le matin, Liam Gabriel Tomen, un jeune homme de 22 ans, est vu pour la dernière fois à la sortie d'un bar dans le village du Mont-Tremblant. Les circonstances entourant sa disparition demeurent encore à ce jour extrêmement mystérieuses et profondément inquiétantes. Encore aujourd'hui, les indices manquent et sa famille recherche désespérément l'aide du public dans l'espoir d'obtenir des réponses et de faire lumière sur ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, on fait le point ensemble sur sa disparition inexplicable. Bienvenue à Mockshot. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, là, je dois vous le dire, c'est un des cas dont j'avais envie de vous parler là, depuis le tout début du balado. C'est une des premières histoires que j'ai écrites parce que avant de commencer à publier, ben, j'ai pris de l'avance, j'ai écrit pendant plusieurs mois. Puis justement, là, une de mes craintes, c'est d'écrire un épisode et qu'un autre créateur en sorte un sur le même sujet avant moi. Puis c'est justement un peu ce qui est arrivé avec l'histoire d'aujourd'hui. Au moment de lancer mon podcast en février dernier, il y a plusieurs podcasts qui venaient tout juste d'aborder le sujet, entre autres Victoria Charlton. Il y a également eu les filles de Crime de Bin qui ont consacré un épisode entier là, sur la disparition de Liam. Et donc, j'ai choisi d'attendre un peu puis de laisser place à d'autres dossiers, le temps de me faire une place tranquillement. Mais là, aujourd'hui, on est au mois de juin puis j'en ai toujours pas parlé. Puis je me devais de le faire parce que cette disparition-là, elle m'intrigue beaucoup et surtout, elle me reste en tête. Pour plusieurs raisons, je ressens le besoin d'aborder la disparition de Liam, non seulement parce qu'il s'agit d'une histoire incompréhensible, mais surtout parce qu'elle a eu lieu dans mon coin, à Mont-Tremblant. C'est donc une disparition qui me touche beaucoup, j'y pense souvent. Je me demande ce qui s'est passé, puis j'ai vraiment hâte qu'on aille des réponses. Et surtout, j'espère qu'on pourra en avoir bientôt. Donc, premièrement, pour connaître l'endroit très bien, Tremblant, c'est une ville que je décrirais comme étant tellement chaleureuse, où les gens sont gentils, où c'est paisible. Puis je me permets de vous dire que de savoir que cette histoire-là s'est passée ici, c'est vraiment venu bouleverser la communauté là, et l'image qu'on avait tous de Tremblant. C'est une ville que beaucoup considèrent comme étant tranquille et sécuritaire, moi-même, tu sais. Puis c'est ce que j'aime de Tremblant, c'est tellement le fun. Pour ceux et celles qui savent pas, mais c'est tellement... tu sais, je vais mettre des photos sur les réseaux sociaux du podcast, mais c'est tellement un endroit, je trouve, qui est coloré, qui est jovial. Puis, en tout cas, ça a choqué beaucoup de gens, là, en fait, toute la communauté, là. Puis on va y revenir parce que la réaction de l'AVT, là, l'Association de la villégiature de Tremblant, pour ceux qui connaissent l'histoire un peu, là, vous le savez, ça a été assez controversé. Donc, tout ça, je vais l'aborder plus en détail plus tard, là, mais à travers ça, je tenais à le dire. Les gens du coin, la communauté, on a vraiment tous été touchés de sa disparition. Je dis ça parce que dans mon quotidien, ça m'arrive encore de voir des affiches avec sa photo, que ce soit dans des petits cafés, à la pharmacie, dans des épiceries, puis tu sais, moi-même, j'ai un bracelet de Liam dans ma voiture, puis à chaque fois que je vois son visage ou que j'y pense, j'en reviens pas qu'on l'ait pas encore retrouvé, là. Dans mon entourage, on y pense souvent. D'ailleurs, mon chum puis beaucoup de nos amis m'ont suggéré d'en parler et de raconter sa disparition. Et donc, c'est aujourd'hui que je me lance. Donc, tout d'abord, l'histoire entourant la disparition de Liam, ça a quand même été médiatisé, là, surtout dans les derniers mois, là, on va y revenir parce que, malheureusement, ça n'a pas été le cas au moment des faits. Et vous avez probablement déjà tous vu des photos de lui circuler sur les réseaux sociaux, là, mais il faut savoir que, malgré toute cette visibilité-là, malgré les recherches et les quelques indices qui ont été retrouvés, rien jusqu'à maintenant n'a jamais été suffisant pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Puis je pense aussi que même si les gens reconnaissent son visage, il y a encore beaucoup trop de monde qui ignore les détails qui entourent les éléments clés de sa disparition. Puis c'est un peu pour ça que j'insiste à faire cet épisode-là aujourd'hui parce que même si l'histoire elle a été documentée par d'autres podcasts, le fait que ce soit encore récent, je considère que c'est encore plus pertinent d'en parler. Parce que plus qu'on en parle, mieux c'est, tu sais. Puis même si les faits restent les mêmes, il peut toujours y avoir des éléments qui évoluent avec le temps. Peut-être aussi que des gens qui m'écoutent qui en ont pas entendu parler, puis
peut-être même que ma connaissance des lieux va vous permettre d'apprendre de nouveaux détails en lien avec l'affaire ou sinon, je considère que c'est toujours pertinent de garder l'histoire en tête au cas où un souvenir émergerait. Donc, je vous invite à rester, même si vous connaissez déjà le cas d'aujourd'hui. Puis je pense que ma connaissance des lieux peut sincèrement faire en sorte que certains faits peuvent être expliqués plus en détail ou peut-être certaines théories sans vouloir manquer de respect à la famille. Au contraire, c'est une disparition qui me touche énormément. Puis comme je l'ai dit, j'espère qu'on va avoir des réponses bientôt. Et avant de me lancer, j'en profite simplement pour vous dire que si vous avez la moindre information concernant la disparition de Liam Tommen, de communiquer immédiatement avec la police de Mont-Tremblant. L'enquête est toujours active et chaque détail compte. Tout d'abord, il faut savoir que le Mont-Tremblant, c'est la plus grosse montagne de ski dans les Laurentides. Puis c'est vraiment une attraction touristique où les gens aiment aller skier. Les pistes sont super grandes, donc les descentes sont vraiment plus longues. Et pour les adeptes de ski et de snow, Tremblant, c'est définitivement la place à aller. Mais outre le mont de ski, le village, c'est aussi un bel attrait touristique en soi. Là. C'est super beau, chaleureux. Les magasins sont pleins de couleurs, puis ça vous dit sûrement quelque chose, en fait. Puis d'ailleurs, je suis allée sur les lieux pendant l'écriture du script, puis j'ai filmé le tout, puis je vous invite vraiment à aller voir, là, je vais publier ça sur Instagram. Je pense que c'est pertinent, puis ça permet de mettre en contexte les environs de sa disparition. Et comme on va le voir en détail au cours de l'épisode, mais d'avoir une bonne connaissance de comment c'est fait, des environs, c'est vraiment ça qui rend l'histoire encore plus troublante. Donc, pour vous mettre en contexte, cette fin de semaine-là, du 1er février 2025, Liam ainsi que 2 de ses amis avaient planifié un week-end de ski à Tremblant, comme le font plusieurs jeunes de leur âge. C'est effectivement là, l'endroit parfait pour combiner le ski, les soirées, les restaurants, faire le party. Bref, tout pour accueillir un beau week-end en perspective. Puis au bas des pistes, il y a plein de petits hôtels, des restaurants, des petites boutiques, des cafés. Puis un peu plus bas encore, parce que étant donné que c'est un mont, ça descend, il y a le bar Le Petit Caribou, un bar populaire et un endroit clé dans notre histoire. Donc, gardez cet endroit-là en tête. Puis un peu plus loin, lorsqu'on continue, il y a comme toutes les entrées de stationnement. Bref, on va y revenir à l'emplacement des lieux plus en détail un peu plus tard, mais pour vous aider à visualiser comment l'endroit est fait, Liam avait quand même à proximité son hôtel, la station de ski, les restaurants, les bars. Puis tout ça, là, ça se faisait facilement à pied et donc c'est vraiment l'idéal pour Liam, Kyle et Colin. Donc, pour revenir au tout début de l'histoire, les 3 amis qui étaient originaires de l'Ontario partent en road trip vers le Québec. Pour Colin, Kyle et Liam, c'est environ 6 heures de route pour se rendre à destination. Dans l'auto, ils écoutent de la musique, ils se filment, ils vont publier des stories sur leurs réseaux sociaux. Puis de toute évidence, ils sont vraiment excités de leur séjour. Et lorsqu'ils arrivent finalement à Mont-Tremblant en soirée le vendredi 31 janvier, ils font leur check-in à l'hôtel qui se trouve à être la Tour des Voyageurs 2, un hôtel très bien situé et qui est comme vraiment en plein centre. Donc, c'est vraiment parfait pour ce que les gars avaient planifié de faire comme cette fin de semaine-là. Ils vont donc prendre le temps d'arriver, vont déposer leurs affaires et décident de prendre ça relax pour leur première soirée. Et éventuellement, ils vont aller souper au resto et vont retourner à l'hôtel et ils vont se coucher relativement tôt là, en prévision d'être sur les pentes dès l'ouverture le lendemain matin aux alentours de 8 heures. Parce que pour ceux qui ne savent pas, là, faire du ski à Tremblant, c'est quand même des bonnes journées. Parce que pour que ça vaille la peine, surtout considérant le prix des billets qui sont quand même assez dispendieux, en général, les gens commencent à skier tôt pour en profiter au maximum parce qu'il n'y a pas de ski de soirée à Tremblant. Donc, c'est vraiment dans le jour que ça se passe. Et les vendredis, puis les samedis soirs, surtout les samedis soirs, c'est très festif puis c'est toujours bien le fun. Et donc, un peu dans le même optique, là, je pense que c'est un peu ce que les gars voulaient faire le vendredi. Ils ont pris le temps de s'installer, ils sont allés souper, ils ont pris ça relax. Puis c'était vraiment comme le samedi qu'ils avaient prévu faire plus le party. Donc, on va se transporter au lendemain matin, donc le samedi 1er février. Et cette journée-là, les 3 garçons vont vraiment commencer leur journée de ski très tôt. Les gars, ils ont du fun. Liam va partager d'ailleurs des photos à sa famille et va publier des stories sur Instagram où il y montre, entre autres, ses nouveaux skis et des parcelles de sa journée. Aux alentours de 15h, 16h, ils vont mettre fin à leur journée et ils vont retourner à l'hôtel pour prendre une douche et se reposer un peu. Et là, plus tard, les 3 amis vont décider d'aller souper et ils vont d'abord se diriger vers un restaurant qui s'appelle Le Lucille, qui est situé à seulement, là, je vous dirais, 30 secondes de marche de leur hôtel. C'est vraiment comme en face, un peu en diagonale, là, mais ça se fait vraiment là, 30 secondes. Là.
Et là, les gars vont arriver sur place rapidement. Ils réalisent que l'endroit est plutôt dispendieux, là, puis que l'ambiance, c'est peut-être pas celle que les gars recherchaient. Là. C'est un super bon restaurant, mais un week-end à Tremblant, ça coûte déjà quand même cher. Là. Le gaz pour se rendre, les billets de ski, l'hôtel, les sorties, ça s'accumule quand même vite. Et petit fun fact, pour ceux qui ne savent pas, les taxes à la montagne de Tremblant ne sont pas de 15 comme partout ailleurs au Québec. Elles sont de 18 donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Et ce 3 supplémentaire-là, c'est simplement justifié comme une taxe touristique de la montagne. Donc, bref, ils vont prendre 1 ou 2 consommations d'alcool chaque, là, et pour le repas, ils vont choisir d'opter pour une option qui est plus abordable et qui convient mieux à l'énergie de la soirée. Donc, ils vont se rendre dans un pizza pub, encore une fois, situé pas trop loin, qui s'appelle le Pizzateria, qui est en fait juste à côté. Et donc, bref, les gars vont manger sur place au Pizzateria, puis aux alentours de 23 heures, ils vont quitter le restaurant, puis c'est à ce moment-là que Colin va dire au gars que pour sa part, il est fatigué, donc il décide de retourner à l'hôtel se coucher pour être en forme pour leur journée de ski qui est prévue le lendemain. Mais Liam et Kyle, eux, veulent sortir et vivre l'expérience d'un après-ski au Mont-Tremblant, donc ils vont traverser en face et vont entrer au Central, qui est un resto-bar où ils vont prendre quelques verres. Et vers minuit, Liam et Kyle vont décider de changer d'endroit et les deux amis vont se diriger vers le Petit Caribou, là, qui est vraiment juste à côté. Là, c'est comme 15 pas là, pour se rendre. Et le Petit Caribou, c'est un bar qui est très populaire ici. Là. D'ailleurs, l'endroit est toujours bondé, l'ambiance est festive, la musique est forte, la musique est bonne. Et cette soirée-là, Liam va même publier une story de cette nuit-là là, qui montre l'ambiance festive du Petit Caribou. Et sur place, Liam et Kyle vont continuer de boire, de discuter et de profiter de leur soirée. Sauf qu'à un certain point, on ne sait pas trop pourquoi, mais Kyle et Liam vont se perdre de vue. Le temps passe, puis à un certain point, il est rendu comme 1h30, 2h du matin, là. Et à ce moment-là, Kyle, il décide de vouloir essayer de retrouver Liam dans la foule pour lui dire qu'il est prêt à partir. Il va lui envoyer plusieurs messages textes, il va l'appeler, il va lui texter des trucs genre « Hey, t'es où? Est-ce que t'es encore là? » Mais lorsqu'il n'obtient aucune réponse, il décide de retourner à l'hôtel. Liam, lui, va rester seul dans le bar et la nuit va passer. Le lendemain matin, donc le dimanche 2 février, vers 8 heures le matin, Kyle et Colin vont se réveiller et vont réaliser que Liam n'est jamais rentré la veille. Il n'a clairement pas dormi dans son lit et en vérifiant son téléphone, Kyle va remarquer un appel manqué de Liam à 3h17 le matin. Il avait tenté de le rejoindre après la fermeture du bar, mais Kyle dormait déjà et son téléphone était en mode silencieux et donc il n'a rien entendu. Et ce que j'en déduis, c'est que possiblement que Liam n'avait pas vu les messages textes que Kyle lui avait envoyés vers 2h le matin et que c'est seulement vers 3h15 à la fermeture du bar, en les découvrant, qu'il aurait tenté de l'appeler pour lui donner un point de rencontre. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard parce que Kyle était déjà rentré et il dormait déjà. Mais là, le lendemain matin, en voyant l'appel manqué de Liam, Kyle et Colin vont essayer de le rejoindre. Mais rapidement, ils réalisent qu'ils n'ont aucune réponse de la part de Liam, autant quand ils l'appellent que quand ils vont le texter. Et malgré tout, à ce moment-là, ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Là, ils se disent que Liam a peut-être rencontré quelqu'un la veille, qu'il a possiblement dormi ailleurs, ou encore que son téléphone, qui avait 10% de batterie la veille, avait tout simplement manqué de batterie. Et donc, pour eux, rien n'était alarmant, du moins pas encore. Et là, les gars vont décider d'aller skier quand même, hein, parce que c'était prévu, puis ils vont se dire que Liam savait c'était quoi les plans de la journée, et donc qu'il allait probablement les texter ou les appeler au moment où il allait se réveiller. Les deux garçons vont donc aller skier, mais ils vont quand même continuer d'appeler Liam là, à quelques reprises au courant de la journée pour essayer de le rejoindre ou d'avoir de ses nouvelles, tu sais. Au début, ils vont appeler Liam environ 1 fois par heure, puis tranquillement, ils vont passer à 2 fois, puis 3 fois par heure. Et là, ils commencent à trouver ça bizarre. Là. Les tentatives d'appel se font aux 15 minutes, mais encore là, ils n'ont aucune réponse. Puis après une vingtaine d'appels, Kyle et Colin, ils commencent à trouver que réellement, là, c'est un peu louche, c'est pas normal. Puis vers 16 heures, à la fermeture des pentes, ils vont retourner à la chambre d'hôtel en espérant que Liam y soit. Ils se disent que Liam il est peut-être revenu, qu'il se repose, pensant qu'il a peut-être simplement trop bu la veille. Mais en arrivant, la chambre est complètement vide, rien n'a bougé et Liam n'est pas là. Son lit est intact, ses effets personnels sont toujours là, mais il n'y a aucune trace de son passage,
ce qui commence à être inquiétant. Les deux amis prennent chacun leur tour leur douche, vont tenter de garder un semblant de normalité là, et vont sortir souper comme prévu. Puis il faut savoir aussi là, que dehors, il faisait vraiment super froid. Là. Selon ce que j'ai lu, il faisait comme entre moins 25 puis moins 30 degrés là, la veille au soir. Donc, de n'avoir aucune nouvelle depuis autant de temps, c'est pas super rassurant. Ils vont donc finalement décider d'appeler Ryan, qui est le demi-frère de Liam, qu'ils connaissent bien parce que Ryan, il a 22 ans lui aussi. Et lorsque Kyle et Colin finissent par lui dire qu'ils sont sans nouvelles de Liam depuis la nuit précédente, Ryan contacte immédiatement le père de Liam, qui s'appelle Chris Tommen, pour lui signaler la situation. À ce moment-là, Chris se trouve chez lui, à Whitby, en Ontario, où il habite avec sa femme, Lara, la belle-mère de Liam. Et dès qu'il apprend la nouvelle, Chris sent que quelque chose ne va pas. Il va appeler immédiatement Kathleen, la mère de Liam, son ex-conjointe. Et dans le reportage de Radio-Canada qui s'appelle « Ramener Liam à la maison », que j'ai adoré d'ailleurs, puis je vous recommande d'aller le regarder, là, sûrement que vous l'avez déjà vu, mais si c'est pas déjà fait, allez l'écouter après l'épisode. Je vous dis, là, ça permet d'avoir non seulement le témoignage des parents, des amis de Liam, mais également d'avoir vraiment comme un bon visuel des lieux puis tout, là. Puis j'ai adoré le travail de la journaliste Marie-Maude Denis. Elle a fait un travail remarquable, donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir, là. Mais dans ce reportage-là de Radio-Canada, Kathleen raconte que dès qu'elle a reçu l'appel de son ex-conjoint, de Chris, le dimanche soir, elle a tout de suite su que quelque chose de grave s'était passé. D'habitude, son ex-conjoint lui écrivait par texto, là, mais là, il l'appelait un dimanche soir. Puis dans sa voix, elle raconte qu'elle a tout de suite perçu que la situation était urgente et qu'il était particulièrement inquiet. Donc, rapidement, Chris, Lara et Kathleen vont préparer leurs affaires et vont prendre la route vers le Mont-Tremblant. Et en parallèle, ils vont contacter la police et donc ce sera à 20h seulement le dimanche soir, 2 février, que la disparition de Liam sera officiellement signalée aux autorités. Le rapport de disparition sera rempli sur place par Kyle et Colin. Puis là, je l'ai mentionné plus tôt, là, mais depuis l'Ontario, ça prend environ 6 heures là, pour se rendre à Mont-Tremblant. Mais je le précise, cette fois-là, ça a été encore plus complexe parce que Kathleen, elle habitait environ 45 minutes de chez Chris et ils ont dû se rejoindre avant de partir tous ensemble. Puis cette soirée-là, c'était une nuit de tempête. La visibilité sur les routes était pas belle du tout. Et surtout, ils roulaient dans un état de panique en se faisant 1000 scénarios dans leur tête. Dans l'auto, là, c'était le silence complet. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais ils savent que quelque chose ne va pas. Chris pleure, puis Lara, elle va se porter volontaire là, pour conduire en ayant de la compassion, évidemment, pour Chris et pour Kathleen, qui visiblement sont en détresse et dans une panique qui ne s'explique pas. Ils arrivent finalement à la montagne dans la nuit, plus précisément le matin du 3 février à 4 heures le matin. Et une fois sur place, ils constatent que la police est déjà sur les lieux avec des VTT et des chiens pisteurs. Et là, pour ceux qui n'ont pas le référent, là, ce secteur-là, ça peut être assez dangereux si on veut. Là. Il y a comme des cours d'eau, des crevasses, des sous-bois, des ruisseaux, des étangs. Il y a comme un lac proche aussi, là, à côté du parking. L'hiver, il y a de la glace aussi, là, donc ça peut être glissant. Bref, plusieurs éléments naturels qui peuvent rapidement engendrer des difficultés ou rendre un déplacement peu sécuritaire. Puis même si aujourd'hui, il y a certaines théories criminelles qui circulent, là, je trouve ça quand même intéressant de constater qu'au départ, les policiers se sont rapidement mobilisés pour vérifier s'il pouvait s'agir d'un accident relié aux risques naturels, tels que l'hypothermie ou encore la possibilité qu'il se soit perdu dans la nuit. Parce qu'après autant d'heures sans nouvelles, on pouvait facilement croire que quelque chose de grave était arrivé et on avait de bonnes raisons de croire qu'il pouvait être en danger, que ce soit criminel ou non. Et c'est donc à ce moment-là que l'enquête prend réellement forme. Les recherches commencent intensément avec l'objectif de retrouver Liam le plus rapidement possible. Mais malheureusement, comme vous le savez, il est toujours porté disparu à ce jour. Puis là, vous commencez à me connaître, mais j'aime toujours ça, prendre le temps de faire un portrait global de la victime ou, dans ce cas-ci, de la personne portée disparue. Puis dans l'histoire de Liam, étant donné qu'il s'agit d'un cas récent et toujours d'actualité, je trouve que c'est encore plus important d'aller en profondeur dans les détails qui le concernent. Donc, Liam Gabriel Tommen, c'est un jeune homme de 22 ans au moment de sa disparition. Il est originaire de l'Ontario et il est né le 25 juillet 2002. Il mesure environ 5 pieds 9, pèse autour de 130 livres. Il a les cheveux bruns, les yeux pairs. Et puis évidemment, là, je vais publier des photos de lui sur Instagram. Puis
pour que vous puissiez avoir un visuel de à quoi il ressemble. Puis je vais mettre comme la fiche officielle de sa disparition avec toutes les informations pertinentes et le numéro de téléphone à contacter si vous avez des détails. Puis la dernière fois qu'il a été vu, Liam portait un manteau à motif noir et vert foncé, un pantalon noir, un chandail à carreaux verts et une tuque à rayures blanches et noires. Puis je le précise parce que je crois qu'on n'a jamais retrouvé sa tuque et tout, mais tu sais, ça serait quand même un indice important si jamais on voit une tuque, quelqu'un trouverait par exemple une tuque à rayures blanches et noires là, dans le secteur de Mont-Tremblant. Bref, c'est des petits détails comme ça des fois qui permettent de faire une belle différence ou tu sais, d'amener juste un détail, une information supplémentaire. Donc, je le précise. Puis, c'est ça. Ceux qui le connaissent le décrivent comme quelqu'un de drôle, avec une belle énergie, une vraie joie de vivre. Il a un sens de l'humour exceptionnel, un rire communicatif. Il adore le McDonald's et les sushis. Et selon ce que j'ai lu, il ne refuserait jamais un bon steak, surtout si c'est lui qui le fait cuire sur le barbecue. Au moment de sa disparition, il venait tout juste de terminer ses études en génie électronique au printemps 2024. C'était un domaine qui le passionnait énormément, là, et d'ailleurs, il était très bon là-dedans. Il savait réparer n'importe quoi d'électronique et il avait particulièrement hâte de se trouver un emploi dans le domaine. Avant de disparaître, Liam habitait avec sa mère Kathleen à Toronto, tandis que son père Chris habitait à Whitby avec sa femme Lara, dans le même secteur que vivent les familles de Kyle et Colin. Puis au cours de mes recherches, j'ai appris que Liam avait également une sœur, ainsi que des demi-frères et une demi-sœur. Puis selon ce qu'on sait, il était vraiment très proche de sa famille, là. Il leur parlait souvent, il avait vraiment une facilité à se confier, là, et ce, même sur des sujets plus personnels. Puis selon ce qui a été rapporté, sa famille vont dire, là, Liam n'était pas suicidaire, il y avait pas des pensées dérangeantes qui peuvent indiquer une fugue ou quoi que ce soit. Donc cette théorie-là est vraiment rejetée de la part de la famille, et je le précise, moi-même, je pense que, tu sais, il n'y a aucun doute, là, c'est pas une fugue, c'est pas... Fait que je tenais à le préciser. Puis par exemple, dans la journée du 1er février, Liam il avait échangé plusieurs messages là, avec sa famille dans une conversation de groupe. Il leur a envoyé plein de photos, va leur raconter sa journée, et le dernier message que sa mère va recevoir de lui a été envoyé vers 23h le samedi soir. Et dans son texto, il parle de la température et mentionne qu'il fait très froid et parle un peu de ce qu'il voit autour de lui, là, et ce sera malheureusement la dernière fois qu'elle va avoir des nouvelles de son fils. Sur les caméras de surveillance du Petit Caribou, on aperçoit d'ailleurs Liam à 2h31 le matin en train de discuter avec un homme dans le bar. Et cet homme va être identifié au cours de l'enquête parce que, évidemment, la police voulait lui parler là, et en savoir plus sur la discussion qu'il avait eue avec Liam. Et cet homme-là, il s'appelle Olivier et c'est le gérant du Central, donc le bar juste en face là, où Liam et Kyle étaient allés plus tôt. Et selon le témoignage qu'il va offrir à Marie-Maude Denis dans le documentaire Enquête, Olivier venait de terminer son corps de travail et avait rejoint sa conjointe et des amis au Petit Caribou là, pour prendre un verre en fin de soirée. Et à un certain moment, on le voit là, sur les caméras engager une courte conversation avec Liam. Et Olivier aurait simplement mentionné sur un ton friendly à Liam de ne pas perdre son temps parce que toutes ces femmes-là étaient en couple ou pour la plupart avaient des enfants. Et Olivier va décrire l'échange comme étant bref et sans tension, et il va décrire plus tard Liam comme étant quelqu'un de très sympathique, de calme, de respectueux et de tout à fait normal. Puis il va vraiment décrire la conversation comme un small talk. Là, Olivier il était à l'aise avec les touristes, il travaille à la montagne, donc il en côtoie, il en voit à tous les jours. Donc c'était vraiment une conversation normale sur « Puis est-ce que tu passes du bon moment ici à Tremblant? » Rien de gros. Et là, finalement, il sera rapidement écarté là, comme suspect par les policiers, puis il va raconter dans le documentaire Enquête qu'encore à ce jour, il pense encore souvent à lui. Il va raconter aussi que la disparition de Liam l'a vraiment marqué. Là, évidemment, là, c'est une des dernières personnes à lui avoir parlé. Et pour apporter son soutien à la famille, il fait depuis porter un bracelet à ses employés sur lequel on peut lire « Trouver Liam, disparu depuis le 2 février » en anglais, là, afin de faire circuler son nom et sa disparition encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce bracelet-là que j'ai dans ma voiture. Pour vous expliquer un peu le contexte, là, il y a un café là, que j'aime aller proche de chez moi. Je donnerai pas trop de détails. Puis, ce café-là, en fait, quand je suis allée il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, il y avait des bracelets Liam, puis j'ai parlé avec la personne qui m'a vendu mon café. Puis, il m'a dit que la mère de Liam venait souvent, fait que
Ça m'a vraiment brisé le cœur, puis étant donné que cette dispersion-là me touche beaucoup, puis que, tu sais, j'habite dans le secteur, dans les environs, ben, tu sais, ça m'a vraiment touchée, puis je l'ai pris avec moi. Puis j'ai une petite pensée pour Liam très souvent. Tu sais, des photos de Liam, j'en vois souvent. Il y a des recherches en ce moment que j'enregistre l'épisode. Sur la 117, j'ai déjà vu... tu sais, des chevals, là, je sais pas comment dire, mais des gens qui avaient l'air de regarder pour lui, tu sais, des chevals avec des policiers, avec des dossards, là, je sais pas si c'était pour Liam, mais ça ressemblait à ça, des hélicoptères, j'en vois souvent. Je sais pas, tout ça, ça me fait me sentir tellement proche de ce qui s'est passé, puis c'est pour ça que cette histoire-là me touche beaucoup, puis c'est pour ça que je tenais à la raconter ici. Puis j'espère tellement qu'on va avoir des réponses bientôt. J'ai l'impression que oui, c'est un instinct, genre, mais bon, j'espère tellement parce que cette histoire-là m'obsède. Honnêtement, j'en reviens pas. Je suis allée là, sur le lieu de sa disparition. J'ai checké, tu sais, puis j'en reviens pas que ce soit évaporé dans un périmètre aussi petit. Genre, ça fait aucun sens. Puis j'ai comme plein de théories, mais on dirait que tout, tout fait pas de sens. Genre, j'ai tellement hâte qu'on aille une réponse. J'espère qu'on va en avoir bientôt, honnêtement, parce que j'ai tellement de peine pour la famille. Tu sais, eux autres, ils habitent en Ontario. Tu sais, à chaque fois qu'ils viennent à Tremblant, c'est des coûts pour eux, là, le transport, l'hébergement. Fait que ça me brise vraiment le cœur, cette histoire. Puis encore, selon les images de surveillance qui ont été analysées par les policiers, ben on sait que Liam va quitter le bar du Petit Caribou à 3h15 le matin. Puis sur les caméras de surveillance, on voit Liam à l'extérieur. Et tout ça, ben on le sait parce que le Petit Caribou là, a volontairement remis toutes les bandes vidéo surveillance à la police. Puis sur les vidéos, ben on voit clairement Liam circuler, observer les gens. Puis on le voit aussi discuter brièvement avec deux jeunes femmes originaires de Mont-Laurier. Et sur les caméras, Liam s'avance vers elle, puis on le voit parler brièvement avec elle. Et l'échange semble durer moins d'une minute, là, donc c'est très bref. Puis ces deux filles-là vont également être retrouvées et rencontrées par les policiers. Et les deux filles vont quand même dire que malheureusement, ben, elles ne se souviennent pas de détails marquants concernant les propos de Liam. Elles se souviennent d'un small talk, mais tu sais, sans plus, là, et confirment que ben, Liam était normal, qu'il avait, oui, consommé de l'alcool, mais elles vont dire que ben, il était pas désorienté, il parlait bien, il marchait correctement, puis ça, c'est un élément important parce que ben, ça vient appuyer le fait qu'avant de disparaître, il était en contrôle de ses moyens, là. Il était pas sous-mort, là. Et là, j'en ai parlé en début d'épisode, là, mais vous l'avez probablement déjà vu passer si vous êtes des grands fans de True Crime. Mais Victoria Charlton a fait une vidéo sur le sujet, sur l'affaire Liam Thoman. Et dans cette vidéo-là, elle a notamment eu la chance de parler avec Lily et Marianne, qui, selon ma compréhension des faits, là, sont les deux filles ayant croisé Liam ce soir-là. Et dans l'entrevue qu'elles ont accordée à Victoria, elles vont mentionner deux éléments que je considère importants, là. D'abord, que Liam semblait chercher un after party, donc un endroit pour continuer la soirée, ce qui laisse croire que ben il avait peut-être pas l'intention de rentrer tout de suite. Et ça peut mener à d'autres théories par la suite. Est-ce qu'il est allé en quelque part? Y a-tu trouvé un after party? Ça, on le sait pas, mais ça peut laisser sous-entendre que peut-être. Puis c'est une théorie intéressante, là, tu sais. Est-ce qu'il aurait trouvé un after finalement? Est-ce qu'il se serait passé quelque chose de criminel sur place? Ça se peut, tu sais, mais malheureusement, je peux pas vous en dire plus. Ça reste des hypothèses. Ensuite, Lily et Marianne, là, je sais pas si c'est Marianne ou Marion. Je pense que c'est Marion. Peut-être que je me trompe, là. Mais les deux filles vont raconter aussi qu'à l'extérieur du bar, Liam se faisait niaiser, poussé par des gens. Puis, tu sais, ils vont dire que rien de violent, là, plus du taquinage dans un contexte festif lié au fait qu'il parlait en anglais, puis qu'on est au Québec ici. Donc, rien qui laisse croire à une altercation sérieuse, là, mais je le mentionne parce que ça reste un événement qui a eu lieu quelque temps avant qu'il disparaisse. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, là, sur les caméras de surveillance, ben, on voit Liam quitter le Petit Caribou vers 3h15 le matin. Puis là, c'est important de contextualiser qu'il y a environ 220 mètres entre le bar et l'hôtel où logeait Liam. 220 mètres, là, c'est vraiment pas beaucoup. C'est à peine 3 minutes de marche. Et c'est dans ce très court trajet-là que Liam disparaît. Sur les images qu'on a grâce à des caméras de surveillance des boutiques, des restaurants aux alentours, bien, on voit effectivement Liam se promener vêtu de son manteau d'hiver et de sa tuque. Il marche seul, d'un pas déterminé. Puis ces images-là, là, vous les avez sans doute vues, là, elles ont été diffusées partout. Là. Puis en effet,
Il ne semble pas désorienté ni particulièrement intoxiqué, là. Puis à un certain moment, on voit Liam se promener avec en arrière-plan le petit caribou, là. Puis sur les images, ben, on le voit en train d'envoyer un message texte. Et ce message-là, il l'envoie à 3h16 le matin et il dit à son ami Kyle, Yo, meet me outside. Sauf que le problème, c'est qu'au lieu de l'envoyer à son ami Kyle, il se trompe de destinataire et va envoyer le message à son père. Et là, ben, on le voit ensuite essayer d'appeler Kyle, un appel qui sera manqué à 3h17 parce que celui-ci dormait déjà. Ensuite, Liam est capté par une autre caméra alors qu'il passe devant le restaurant Owok, ce qui confirme qu'il se déplace à ce moment-là vraiment là, en direction de son hôtel parce que ben, c'est le chemin à prendre. Et le trajet qu'il a parcouru, là, je l'ai filmé pour vous, puis je vais le mettre sur Instagram, comme j'ai dit. Je vous conseille quand même d'attendre à la fin de l'épisode là, pour avoir une meilleure compréhension de l'histoire avant d'aller regarder, mais je pense que ça permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension du chemin qu'il a parcouru, puis ça démontre à quel point ça fait encore moins de sens, puis c'est encore plus troublant qu'il se soit comme évaporé dans ce court trajet-là. Là. Puis, tu sais, parfois, je me demande, quand Liam a envoyé un message texte à Kyle, là, puis qu'il l'a appelé, là, on pense que c'était parce que Liam pensait que Kyle était encore dans le bar, puis qu'il attendait pour retourner à l'hôtel. Mais est-ce que c'était vraiment ça, ou est-ce que Liam cherchait plutôt à convaincre Kyle de continuer la soirée avec lui ailleurs, peut-être dans un after party, tu sais? Je me pose la question, j'aimerais savoir des réponses, mais malheureusement, toutes ces questions-là demeurent encore à ce jour sans réponse. Puis finalement, sur une des caméras des résidences Marriott situées tout près de son hôtel, on le voit en train de discuter avec deux hommes qui sont hors champ, là. Puis à un moment, on voit Liam pointer dans une direction ou comme s'il pointait quelque chose. Puis c'est là que ça devient étrange parce que cette direction-là, c'est pas la direction de son hôtel. Donc, tout le monde se demande qu'est-ce qui pointait ou genre où est-ce qu'il pointait. Et là, ben heureusement, les deux hommes avec qui parlait Liam cette soirée-là ont pu être identifiés grâce à la gérante du Marriott qui a reconnu l'un d'entre eux qui s'appelait Guillaume, puisque Guillaume, c'était un gérant saisonnier du Marriott, donc un Français qui était venu travailler à Tremblant pour la saison. Elle l'a donc immédiatement reconnu suite à la demande de Kathleen, la mère de Liam, qui lui avait demandé d'analyser les images des caméras de surveillance. On sait que Guillaume avait déjà été rencontré par les policiers, mais c'est dans l'émission Histoire d'enquête animée par Marie-Maude Denis qu'on va en apprendre davantage sur leur version des faits et sur leur rencontre avec Liam. La journaliste, qui d'ailleurs a fait un travail remarquable, comme je l'ai mentionné plus tôt, a réussi à retracer Guillaume jusqu'au Yukon, là, donc c'est vraiment pas rien, puisqu'il y vivait désormais. Et selon sa version des faits, Guillaume va raconter que ben, ce soir-là, lui et son ami avaient quitté le bar rapidement parce que Hugo, donc le deuxième homme qui apparaissait sur les images des caméras de surveillance, s'était fait voler son manteau et qu'ils devaient se rendre à leur voiture stationnée plus loin. Les deux gars marchaient vite, presque en courant à cause du froid, lorsque Liam les a interpellés. Ils ont échangé quelques mots, mais ni l'un ni l'autre se souvient clairement de la conversation. Ils ne se rappellent pas non plus dans quelle direction Liam pointait ou pourquoi il pointait dans cette direction opposée à son hôtel. Mais ce qu'ils affirment, par contre, c'est que Liam semblait tout à fait normal, qu'il ne semblait pas en détresse et non plus désorienté. Parce que sinon, ben, ils disent qu'il l'aurait définitivement aidé. Et ces images-là constituent les dernières interactions connues de Liam à ce jour. Puis là, à partir d'ici, là, soyez attentifs parce que je m'apprête à aborder des détails qui, selon moi, je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'obsède, ces détails-là. J'ai vraiment l'impression, pour être allée sur les lieux, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame avec ça ici, ces détails-là. Puis, ben là, malheureusement, j'ai pas les réponses à mes questions, mais je pense que ça peut être intéressant à analyser. Donc, soyez attentifs parce que, pour ma part, je pense qu'il y a peut-être de quoi ici. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, là, mais pour être allé sur les lieux, genre, moi, ça m'a comme sonné une cloche, là, personnellement. Là. Puis là, bon, j'ai pas d'études, je suis pas une policière, donc, tu sais, je veux dire, j'ai pas les connaissances et tout, mais en tout cas, pour m'être vraiment intéressée à cette disparition-là, les prochains trucs que je vais mentionner, moi, je trouve que c'est vraiment ça qui rend l'histoire complètement crazy, là. En tout cas, bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais on sait que par la suite, il y a une caméra qui va capter une ombre qui se déplace en arrière de l'hôtel où logeait Liam. Puis bon, c'est impossible de confirmer s'il s'agit réellement de lui, mais de ma perspective, on peut fortement se douter que oui.
Puis après ça, il y a une autre caméra qui filme une voiture blanche là, dans les mêmes heures. Puis cette voiture blanche-là, elle va s'arrêter à l'entrée du village, près du parking P1. Il y a 3 personnes qui vont en sortir, qui vont entrer dans le village piétonnier et qui vont revenir vers la voiture environ 15 minutes plus tard, là, avec une boîte de pizza dans leurs mains. Et la voiture va repartir ensuite et malheureusement, les images sont de très piètre qualité, là. Donc, malheureusement, les individus et le véhicule n'ont jamais pu être identifiés encore à ce jour. Selon les informations que j'ai lues, peut-être que ça a changé entre-temps, mais selon ce que j'ai lu, tu sais, il n'y avait pas de... On n'avait pas plus de détails par rapport à ça. Mais moi, ça me chicote. Je veux savoir c'est qui ces gens-là, je veux savoir, tu sais, ils sont allés payer la pizza. On va y revenir. J'ai des questions. Le parking P1, on va y revenir, mais moi, j'ai des questions. Vous allez voir. Et là, comme je l'ai dit en début d'épisode, il y a vraiment eu des recherches intensives au début, là. Donc, tu sais, pendant 12 jours, la Sûreté du Québec, appuyée par des bénévoles, tout le monde, tu sais, cherchait le territoire. Il y a des gens avec leurs chiens qui allaient se promener dans la montagne, tu sais, pour... Tout a été fait, OK? Je vais mettre une carte sur Instagram, puis on voit vraiment là, tout ce qui a été parcouru, que ce soit en hélicoptère, avec des VTT, avec des chiens, avec tout, là, puis ils ont vraiment tout regardé. Mais malgré toutes ces recherches-là, rien ne permet encore à ce jour de comprendre ce qui s'est passé, et ce, même après la fonte des neiges en mars 2025 et la fonte des neiges de cette année, là. Donc, encore aujourd'hui, plus d'1 an après sa disparition, les questions qu'on a demeurent sans réponse. Puis, selon moi, ça fait aucun sens. Il y a de quoi... C'est sûr qu'il y a de quoi... Je m'excuse, je m'emporte, on dirait, dans cette histoire-là, mais... Je suis tellement investie dans la disparition de Liam. Puis, tu sais, je me répète, mais c'est tellement pas pour manquer de respect. C'est juste que, tu sais, la communauté, tu sais, je parle pour moi, mais toutes mes amies, toutes mes proches, ma technicienne d'ongles, tout le monde est investi par rapport à Liam. Tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé. Puis tout le monde aussi était en tabarnak après la montagne, là. Regarde, je vais parler pour moi. Moi, j'étais en crise quand la montagne a décidé de... On va y revenir plus en détail tantôt, là, mais la montagne n'a pas voulu s'impliquer. Puis je trouve tellement que... En tout cas, ça prouve, selon moi, ben qu'ils ont favorisé leur image à la disparition d'un touriste, de quelqu'un qui encourageait leur site. Donc, c'est ça. Puis je tiens, à travers tout ça... à apporter une nuance importante ici parce que c'est un détail qui peut porter à confusion là, pour plusieurs. Mais on parle pas ici de la ville de Mont-Tremblant dans son ensemble. On parle plutôt de la montagne, donc le site privé. Tu sais, parce que la montagne et la ville de Tremblant, c'est 2 choses complètement différentes, là. Donc, je le précise, là, c'est pas un manque d'implication de la population ou des quartiers autour, là. Tu sais, la ville de Mont-Tremblant, ça inclut le centre-ville de Saint-Jovite, le vieux village qui est situé en bordure du lac Mercier, le village piétonnier aussi, donc la station de ski. Mais il y a d'autres municipalités autour, là. Puis ce qui est pointé ici, c'est vraiment la réaction du site de la montagne en tant que lieu privé et non pas la ville de Tremblant en soi. Puis ça, c'est une nuance importante que je tenais à clarifier dans le podcast. Mais tu sais, personnellement, là, en effet, je trouve que c'est complètement inacceptable, puis c'est très difficile à défendre, surtout dans un contexte où c'est un jeune touriste qui disparaît sur le site. Tu sais, je l'ai dit en début d'épisode, la ville de Tremblant est reconnue comme une destination touristique sécuritaire. Puis justement, dans une situation comme celle-là, ben on pouvait s'attendre à une certaine collaboration de la part de la montagne, qui se trouve à être une destination touristique à l'intérieur de la ville. Puis à mon avis, ben s'impliquer puis aider à diffuser l'information aurait non seulement été humainement approprié, mais ça aurait aussi démontré une volonté de soutenir la famille. Mais là, au contraire, ce détachement-là de la part de l'AVT, là, de l'Association de la villégiature de Tremblant, ben, ça donne plutôt l'impression d'être complètement indifférent. Et je trouve que ça manque beaucoup de sensibilité, là, parce que de toute évidence, ben, ils ont priorisé leur image plutôt que la sécurité d'un touriste. Et je trouve ça complètement triste pour les parents qui devaient tellement se sentir impuissants. Puis même, je trouve que ça donne une mauvaise image, là, tu sais, t'offres un lieu que tu décris comme étant sécuritaire, mais quand il arrive quelque chose, tu protèges pas ou t'essayes pas d'aider les gens qui viennent sur ton site. Je trouve que ça démontre quelque chose, puis bref. Là, il faut savoir que maintenant, il y en a des affiches de Liam, mais malheureusement, il était peut-être trop tard. Ça aurait été pertinent que ça soit fait dès le début.
parce qu'il y a des touristes qui sont partis de la montagne ce week-end-là sans savoir jamais que quelqu'un a été porté disparu. Tu sais, des fins de semaine comme ça à Tremblant en hiver, ben c'est très achalandé, c'est rempli de touristes, surtout les fins de semaine en plein mois de février dans la saison, excusez-moi, de ski, là, tu sais. C'est comme pile dans le moment de l'année où il y a plein de monde. Puis dans un contexte comme celui-là, ben c'est réaliste de croire que si la diffusion de la vie de disparition avait été mise de l'avant, ben, il y aurait peut-être eu davantage de chances d'obtenir de l'information de quelqu'un qui aurait vu ou entendu quelque chose. Mais malheureusement, ben, ça l'a pas été fait, puis ça a été largement critiqué, puis avec raison. Puis, tu sais, je me permets de le dire, là, les gens du coin, moi-même, les villes avoisinantes, tout le monde en a entendu parler, puis j'ai pas l'impression que le reste du Québec en ont autant entendu parler que nous au moment de la disparition de Liam, puis je pense que ça aurait fait une sacrée différence, compte tenu qu'il y a plusieurs Québécois qui étaient certainement sur place durant cette fin de semaine-là, mais également plein d'autres gens, tu sais, fait que, y a-tu quelqu'un qui a vu quelque chose? Tu sais, un détail, des fois, pas nécessairement quelqu'un qui a vu quelque chose de criminel ou quoi que ce soit, mais un détail qui fait « Ah oui, tu sais, moi, je l'ai vu à cet endroit-là » ou « Tu sais, je l'ai vu parler avec d'autres mondes. » Tu sais, là, ça fait en sorte qu'il y a peut-être un détail important qui nous manque. Puis, en tout cas, bref, ça me brise le cœur. Je trouve que ça en dit long sur les intentions qui étaient à ce moment-là, en fait, des intentions de la montagne à ce moment-là. Puis en fait, ce qui ressort beaucoup là, dans les documentaires, dans les articles, puis dans les podcasts sur le sujet, là, c'est qu'à Tremblant, particulièrement à la montagne, ben une fois que les bars ferment, il n'y a plus rien d'accessible. C'est pas comme à Montréal, il n'y a pas de Uber, il n'y a pas de lumière, là, tout est fermé. Puis honnêtement, pour y être déjà allé, ben c'est vrai, c'est exactement ça. Là, tout devient rapidement désert. Il n'y a pas de transport en commun. Puis, ben si tu n'as pas d'hôtel sur place ou de moyens de transport de prévu, ben ça peut rapidement devenir compliqué de se déplacer ou de se démerder, là, comme on dit, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis allée sur les lieux, comme j'ai dit tantôt, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que à l'entrée du site de la montagne, il y a une affiche qui indique qu'il y a un service de taxi qui est offert avec des numéros de téléphone à appeler. Sauf que, passé une certaine heure, du moins selon mon expérience à moi puis à quelques-uns de mes amis, ben le service n'est pas disponible passé une certaine heure, ou du moins ça prend énormément de temps avant que d'avoir un service, d'avoir un taxi. Donc, honnêtement, quand les bars ferment à 3 heures le matin, si tu n'as pas prévu ton transport d'avance ou un endroit où dormir, ben ça peut rapidement devenir compliqué. Tu sais, mon chum m'a déjà raconté là, qu'il avait dû dormir sur un banc dehors en attendant un taxi, puis il était resté là comme une couple d'heures avant que le taxi arrive. Puis, tu sais, ça fait longtemps, ça fait longtemps, là, c'est pas dernièrement, là, dans ces vieilles années, mettons. Je sais pas si tu vas être content que je dise ça, mais bon, je voulais vous le dire parce que ça prouve un peu mon point. Puis, ben, on connaît aussi des gens là, de notre entourage qui sont déjà allés dormir chez des inconnus, rencontrés le soir même parce que ben, ils étaient mal pris, pas de lift. Puis là, comme je vous dis, ça fait longtemps, là, tu sais, quand ils étaient plus jeunes, début vingtaine, mettons. Mais là, tu sais, quand tu regardes ça, je trouve ça tellement important de le mentionner parce qu'en théorie, ben, le service de taxi existe. Probablement, tu sais, dans le jour, mettons la nuit après les bars, le service, c'est comme pas disponible. Puis ça peut vraiment porter à confusion, là, si les gens se fient à ce service-là, là. Tu sais, moi, je le sais, puis là, je vous le dis, là. Mais mettons quelqu'un qui ah, ben, regarde, on appellera un taxi plus tard, là, non, il est rendu 3 heures le matin. Tu sais, surtout l'hiver, il fait froid. Ça te tente pas, là, d'aller cogner à une porte d'hôtel par rapport, là, tu sais, surtout les femmes, là, tu sais, là, puis là, je le dis sous toute réserve, tu sais, on le voit dans le cas de Liam. Là, c'était un homme. Ça peut arriver aussi, mais une femme peut se sentir vraiment en danger, tu sais, dans un contexte comme ça. Puis, bref, je trouve que c'est important à en mentionner parce que, ben, c'est ça. C'est ressorti souvent dans les podcasts que j'écoutais. Puis, en effet, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, que moi-même, là, ça m'est déjà arrivé, tu sais, une chance que j'avais un livre parce que sinon, il n'y avait vraiment personne. Fait que je tenais à le dire. Puis si jamais vous allez en Tremblant, c'est votre reminder de prévoir votre déplacement d'avance et un endroit pour dormir sur place sinon. Sinon, je tenais à préciser aussi que du côté des recherches, les recherches ont été extrêmement intensives là, dès le premier jour. Il y a eu des patrouilles à pied, des recherches avec des chiens, à cheval, en VTT, des hélicoptères avec des drones. Il y a même eu des plongeurs, là, étant donné qu'il y a la présence de plusieurs plans d'eau dans le secteur. Et selon ce que j'entends aussi autour de moi, là, parce que c'est un sujet qu'on parle beaucoup dans mon entourage,
Il y a certaines personnes que je connais, notamment des pompiers, qui affirment que les zones d'eau ont été fouillées de fond en comble et donc, selon eux, s'il s'agissait d'une possible noyade, le corps aurait probablement été retrouvé à ce jour. Donc, personnellement, ben, avec les informations que j'ai de la difficulté à croire à l'hypothèse de la noyade, mais bon, on ne le sait pas. Ça se peut, tu sais, que son corps a tout simplement pas été retrouvé, mais bref, je tenais à le préciser ici. Les eaux, les points d'eau ont été fouillés de fond en comble. Puis en parallèle, il y a aussi eu énormément de porte-à-porte, de distribution de flyers, des barrages routiers, beaucoup de ressources aussi qui ont été déployées à travers la ville, mais malgré tout, encore à ce jour, on n'a aucune trace de Liam et aucun détail supplémentaire. Il y a même certains résidents là, de Tremblant, par exemple, un homme du nom de Yves qui s'est porté volontaire, là, puis a passé des heures et des heures à marcher chaque jour avec son chien dans les zones boisées là, où il n'y a pas de caméra, là, dans l'espoir de trouver un indice ou même Liam, mais en vain. Il y a également une autre résidente du nom de Sylvie là, qui s'est vue profondément bouleversée par la disparition de Liam. Elle a contacté la famille pour offrir son aide, notamment parce qu'elle parle français et qu'elle réside dans la ville, contrairement à eux. Puis je tenais à le dire, c'est tellement gentil de sa part. Gros love à Sylvie, puis gros love à Yves, là, pour vrai, genre... Je vous aime, vous me voyez pas en ce moment, mais je fais des cœurs avec mes mains. Mais je tenais à le dire, tu sais, c'est des gens comme ça qui font vraiment toute la différence. Puis, tu sais, on le voit dans le documentaire Enquête, mais c'est tellement gentil de la part de Sylvie d'apporter son aide à la famille parce que, tu sais, les parents de Liam habitent super loin. Fait que pour eux, à chaque fois de se déplacer, ben c'est du temps, c'est de l'argent. Fait que de savoir qu'il y a quelqu'un sur place qui est investi puis qui regarde, puis qui fait des démarches, ben je trouve ça vraiment gentil de sa part. Puis c'est sûr que ça doit vraiment faire du bien aux parents dans une situation comme celle-là. Puis le 25 juillet 2025, là, le jour du 23e anniversaire de Liam, elle a même organisé un rassemblement dans le village piétonnier là, devant une structure où c'était écrit « Liam Thoman, where are you? » Et elle va inviter les commerçants à venir se rassembler, puis tout le monde en fait pour se rassembler, puis prendre une photo et envoyer à la famille. Mais ce jour-là, elle constate que personne ne se présente, pas un chat. Puis quelques jours plus tard, elle remarque même que l'inscription de Liam « Where are you » a été effacée. Même chose pour un autre message inscrit par la mère de Liam, Kathleen, qu'elle avait laissé là, sur une structure près d'un remont de pente, où on pouvait lire « Liam Thoman, we will find you », qui tristement sera lui aussi retiré peu de temps après. Puis je le dis là parce que de ma perception des choses, ça rejoint ce que je mentionnais plus tôt, là. C'est pas la population qui est en cause, mais bien certaines décisions liées au site de la montagne qui refusent d'être associées à la disparition d'un touriste. Puis que personne se soit présenté au rassemblement que Sylvie avait organisé, je trouve que ça cache un sentiment de peur. Puis elle-même, elle pose la question dans le documentaire, est-ce que ça se peut que des employés aient eu peur de perdre leur job s'ils décidaient de participer au rassemblement, tu sais? Puis je pense que c'est intéressant de se poser la question. D'ailleurs, le 6 février, soit 4 jours après la disparition de Liam, sa mère, Kathleen, va contacter directement la station là, pour leur demander de partager la photo de son fils sur leurs réseaux sociaux, puis sur le site, évidemment. Et la réponse est un refus catégorique. Et honnêtement, là, j'ose à peine imaginer ce qu'une réponse froide comme ça doit représenter pour une famille qui vit un terrible cauchemar, là. Tu sais, les parents de Liam vivent super loin de Tremblant, ils parlent pas français, puis même s'il y a plein de monde qui parle anglais ici, là, ben ça reste une barrière de langue qui rend les choses encore plus complexes, déjà que ça l'est déjà, là. Puis, tu sais, j'ai dit tantôt, chaque déplacement à Tremblant, ben, ça représente un coût, se loger, rester sur place, multiplier les allers-retours. Tu sais, ils ont manqué du travail aussi, là, j'imagine. Fait que pour la famille, ça représente, tu sais, ça devient en fait rapidement une charge énorme, autant émotionnellement que financière, en plus de devoir jongler avec la peur et le sentiment d'impuissance. Puis d'ailleurs, c'est ça, ça m'amène à vous dire que je vais mettre le lien de leur GoFundMe là, dans la description pour soutenir la famille de Liam. Si vous avez les moyens et que vous souhaitez contribuer et les aider financièrement, ça fait toute la différence. Et je suis convaincue qu'ils vous disent un gros merci. Sinon, il y a aussi la meilleure amie de Liam qui affirme qu'elle a publié sur ses réseaux sociaux des photos de Liam, puis qu'elle taguait, mettons, la montagne en identifiant le site, la montagne et tout.
Puis elle va dire que chacune de ces publications était soit ignorée par ceux-ci ou que les identifications étaient retirées. Et selon elle, les propriétaires voulaient évidemment préserver l'image d'un lieu sécuritaire et éviter la mauvaise publicité. Et là, dans le même sens, l'ancienne gérante du Lucille va témoigner là, dans le documentaire Enquête pour dire que elle travaillait ce soir-là de la disparition de Liam. Elle précise qu'elle ne se souvient pas de l'avoir vu, ni Liam, ni ses amis. Là. Par contre, elle se rappelle très bien d'un détail vraiment intéressant. Soit que le lendemain matin, le lundi matin 3 février, là, donc quelques heures seulement après que la disparition a été signalée, elle dit avoir reçu un courriel de l'Association de la villégiature de Tremblant en lien avec la station de Mont-Tremblant qui gère le site. Et dans ce courriel, on mentionne la disparition de Liam, on partage l'avis officiel avec la photo et tout, mais surtout, il y a une directive très claire à la fin. On demande aux employés de rediriger toute question des médias vers la police et surtout de ne pas initier aucune conversation proactive avec les visiteurs à propos de la disparition. Autrement dit, on leur demande de ne pas en parler et de ne pas afficher le visage de Liam dans les restaurants, dans les cafés, dans les boutiques, ni même à l'extérieur sur le site. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ancienne gérante du Lucille va expliquer que c'était pas la première fois qu'elle recevait ce genre de consignes. Elle dit que ça s'était déjà produit en juillet 2023 après un incident mortel qui impliquait une remontée mécanique et aussi en décembre 2024 après qu'une tentative de meurtre ait eu lieu dans le village piétonnier tout près du Petit Caribou, là. Donc, tu sais, on voit que ce type de gestion de communication, ça semble être une pratique déjà en place et selon elle, cet objectif-là sert également à protéger l'image de la montagne. Et c'est là que ça devient difficile à comprendre pour moi parce qu'on parle ici de la disparition d'un jeune homme, puis malgré ça, on choisit d'interdire la diffusion de l'information sur le site où les faits se sont produits. Puis ça, simplement pour conserver une belle image, tu sais, oui, ils sont en droit de faire ça, mais concrètement, ça veut dire qu'il y a plusieurs touristes qui étaient présents cette semaine-là qui ont probablement quitté Tremblant sans même savoir que quelqu'un était disparu. Puis je trouve ça, tu sais, honnêtement, je trouve pas ça humain du tout. Puis je trouve que ça parle de soi-même. Puis dans la vidéo de Victoria Charlton, elle mentionne quelque chose d'intéressant là, et de pertinent, là, surtout. Là, donc, je me permets de le dire ici aussi, là, même si ma portée est vraiment plus petite. Mais tu sais, s'il y a des gens qui étaient à Tremblant ce week-end-là, du 31 janvier au 2 février, prenez le temps de regarder vos photos, vos vidéos, vos souvenirs, les stories que vous avez faites au bar ou avec vos amis, là. Tu sais, parfois, un détail en arrière-plan, là, pourrait faire toute la différence, là. Il est peut-être pas trop tard. Tu sais, peut-être que vous avez une photo où est-ce qu'on voit Liam en arrière-plan ou, tu sais, avec des gens qui n'ont pas été identifiés, là. Donc, on ne sait jamais. Donc, c'est ça. Je vous invite à être attentifs si vous étiez à la montagne cette fin de semaine-là. Finalement, dans les semaines qui ont suivi la disparition de Liam, il y a quand même certains développements là, et plusieurs théories qui ont circulé. Puis je voulais faire comme un segment là-dessus parce que j'ai également mes propres hypothèses, mes propres questions. Mais avant d'aller avec ce que je pense puis mes interrogations, là, je voulais d'abord vous parler de quelque chose que je trouvais intéressant parce qu'il y a une des théories qui suggère que Liam ne serait pas retourné à son hôtel parce qu'il n'avait pas sa carte de chambre avec lui. Ce qui expliquerait entre autres pourquoi il aurait écrit à Kyle « Meet me outside ». Puis là, je fais comme une petite parenthèse parce que les sources racontent que la Tour des Voyageurs, donc l'hôtel où logeait Liam, n'aurait pas de réception ouverte la nuit puis que les portes sont verrouillées. Et donc, que c'est impossible de rentrer à l'intérieur du bâtiment sans carte d'accès. Mais là, cette théorie est contredite par deux éléments importants. D'abord, le père de Liam, Chris, qui affirme que il existe une entrée accessible là, qui permet de se mettre au moins à l'abri là, du froid, là, même sans carte, donc que Liam aurait pu entrer quand même. Mais aussi, il va amener un point que j'ai pas encore mentionné, soit que le 22 mars 2025, le portefeuille de Liam va être retrouvé dans le stationnement du village piétonnier et celui-ci contenait notamment sa carte d'accès à l'hôtel. Donc, en théorie, là, Liam avait bel et bien sa carte d'accès avec lui, à moins d'avoir perdu son portefeuille plus tôt dans la soirée, là. Et tout ça, là, ça m'amène à approfondir des questions que j'ai, là. Puis honnêtement, ça me sort pas de la tête. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez en commentaire, là. Mais moi, je me demande, est-ce que Liam, il a perdu son portefeuille? Est-ce qu'il l'avait avec lui au moment de disparaître? Est-ce qu'il se l'est fait voler dans le bar ou à l'extérieur du bar, à la sortie du bar? Puis tu sais, je me demande, est-ce que le fait, s'il a perdu son portefeuille ou s'il se l'est fait voler, est-ce que ça explique un peu pourquoi il semblait chercher quelqu'un ou un endroit?
On se rappelle, il a interpellé des gens, là, il semblait aussi hésitant sur la direction à prendre en pointant des directions. Est-ce que ça se peut qu'il cherchait quelqu'un qui résidait peut-être au même hôtel pour qu'il puisse lui ouvrir la porte? Il y a d'autres personnes aussi là, qui pensent que le Meet Me Outside, c'était plutôt parce qu'il pensait que Carl était encore dans le bar, puis que peut-être qu'il voulait le retrouver pour que les deux rentrent ensemble à l'hôtel. Peut-être parce qu'il n'y avait plus sa carte d'hôtel à ce moment-là, mais encore là, on ne sait pas s'il avait réalisé que Carl était déjà parti. Donc, ça aussi, ça reste une hypothèse. Au moins, on sait que la découverte du portefeuille va relancer les recherches dans un secteur précis, soit près du stationnement P1, à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Puis les équipes vont avoir fouillé là, intensément la zone là, pendant plusieurs jours. Mais encore une fois, on n'a rien retrouvé d'autre. Puis je me permets de dire que, personnellement, là, je me suis toujours demandé si la découverte du portefeuille dans le P1 avait un lien avec les 3 personnes qui sont allées chercher de la pizza. On se souvient, là, j'en ai parlé tantôt, là, leur voiture était également stationnée dans le parking P1, puis le père de Liam mentionne que le portefeuille avait plus d'argent comptant. Donc moi, là, je me pose des questions, puis je serais curieuse de savoir, de un, c'est qui ces 3 personnes-là, puis ils ont payé la pizza avec quoi? Ils ont-tu payé comptant? Parce que si on payé comptant, ça se peut-tu qu'ils ont trouvé le portefeuille de Liam, qu'ils ont pogné l'argent, puis qu'ils ont payé la pizza cash, puis qu'après ça, ils ont garoché le portefeuille dans le parking, tu sais. Ça se peut. Puis si cette théorie-là est vraie, tu sais, mettons, ils l'ont trouvé où, le portefeuille de Liam? Parce que nous, on pense qu'il était dans le P1, mais si c'est eux qui l'ont regaroché dans le P1 après, ils l'ont trouvé où? Ils l'ont trouvé au Petit Caribou? Ils l'ont trouvé, tu sais, à côté du bar? Ils l'ont trouvé proche du Pizza Yahoo, là, parce que, bon, la pizza qu'ils sont allés chercher, c'est la pizzeria Yahoo, là. Fait que je trouve ça vraiment curieux, moi, que le portefeuille ait été retrouvé près de l'endroit où leur voiture était stationnée, là. Tu sais, je sais pas. Je dis pas que c'est eux qui sont responsables, c'est pas ça que je dis, mais je pense que d'en savoir un peu plus, ça nous permettrait de savoir d'avoir un peu plus de détails, puis j'aurais des questions à leur poser, mettons. Puis c'est ça, comme je le disais tantôt, les images de caméras de surveillance étaient vraiment pas claires, là, donc ça nous permet même pas de savoir le modèle de la voiture. Puis je me demande, peut-être que l'enquête policière a réellement approfondi cette piste-là, là, des 3 individus, mais bon, à part, je pense que ça serait pertinent, là. Tu sais, j'imagine qu'ils ont demandé les caméras de surveillance de la pizzeria, j'imagine que le reçu de la facture avec les heures, j'imagine qu'il y a une certaine investigation qui a été faite. Mais personnellement, je me demande, cette pizza-là, elle a été payée comment? Parce que si elle a été payée avec l'argent comptant puis que l'argent comptant de Liam n'est plus dans son portefeuille, ben moi, je trouve qu'il y a comme une petite coïncidence quand même assez louche. Puis je me dis, tu sais, si le portefeuille, c'est eux qui l'ont mis dans le P1 par après parce qu'ils l'ont trouvé ailleurs sur le site, j'aimerais ça savoir où est-ce qu'ils l'ont trouvé, tu sais. Fait que, bref, je le mentionne, moi, je trouve que tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Puis un autre élément clé là, que j'ai pas encore mentionné, là, c'est que le téléphone de Liam n'a jamais été retrouvé. Puis ça, c'est un détail qui me hante. Genre, je veux savoir, il est où son putain de téléphone. Genre, moi, je comprends pas pourquoi qu'on l'a jamais retrouvé, là. Ça fait aucun sens. Puis bon, vous allez voir, là, je vais vous l'expliquer, là. Mais ce détail-là, ça me fait capoter. Ça m'obsède. Je comprends pas qu'on ne l'ait jamais retrouvé. Puis ça me fait encore plus penser à une thèse criminelle. Parce que, ben, un téléphone sur le site de Tremblant, c'est sûr qu'on l'aurait retrouvé, là. Fait qu'en tout cas, moi, avec tous les touristes, toutes les recherches qu'il y a eu, c'est sûr que quelqu'un aurait trouvé son téléphone. Puis on sait qu'il l'avait eu avec lui toute la journée puis toute la soirée, là, puis qu'il l'utilisait activement, là. Tu sais, on sait qu'il a appelé son père, c'est pas vrai, il a envoyé un message texte à son père par erreur à 3h16, puis il a essayé d'appeler Kyle à 3h17, mais après ça, plus aucune activité. Et le dimanche 2 février en soirée, son téléphone va émettre un dernier signal là, dans le secteur du village près du Fairmont avant de s'éteindre complètement. Et ça, là, c'est un point crucial dans l'enquête parce que le signal a été capté aux alentours de 18h30, c'est-à-dire avant que la disparition soit officiellement signalée à 20h. Puis ça, malheureusement, là, ça prouve l'importance de signaler rapidement la disparition de quelqu'un parce que si sa disparition avait été signalée plus tôt, ben, on aurait possiblement été capable de localiser son téléphone au moment qu'il était encore actif. Puis ça nous aurait permis d'avoir tellement plus d'indices, ou en tout cas, ça nous aurait permis d'enligner l'enquête peut-être. Mais là, malheureusement, le fait que sa disparition a été signalée après le dernier signal,
ben ça fait en sorte qu'on est vraiment comme... On n'a pas plus d'indices que ça. Puis, tu sais, je le dis, là, c'est vraiment pas pour blâmer les deux amis de Liam, là, parce qu'évidemment, ben, dans ce genre de situation-là, ben, on s'attend jamais au pire. Puis comme je l'ai mentionné plus tôt, là, ses amis pensaient que, tu sais, il avait rencontré quelqu'un, qui était peut-être scrap de la veille. Fait que sur le coup, là, rien leur semblait alarmant sur le moment. Puis une partie de moi peut comprendre aussi parfaitement leur décision d'attendre. Tu sais, ils voulaient peut-être pas alerter la famille pour rien, là, entre guillemets, là, évidemment. Mais, fait que c'est ça, c'est vraiment pas pour pointer du doigt, là, qui que ce soit, là, parce que, tu sais, dans un contexte similaire, tu sais, peut-être qu'avec une amie de fille, mettons, j'aurais été portée à appeler plus tôt. Mais, tu sais, Liam, il a 22 ans, c'est un gars, tu sais, je pense pas que ses amis avaient envisagé la possibilité que quelque chose d'aussi grave soit arrivé, tu sais. Mais ça fait réaliser l'importance de signaler, puis que dès qu'on a un doute, c'est mieux de signaler pour rien que pas pantoute, tu sais, ou de le faire trop tard, parce que dans ce genre de situation-là, ben chaque minute compte. Et dans le cas de Liam, il y a environ 1 heure et demie entre le dernier signal de son téléphone et le moment où sa disparition est signalée. Puis c'est 1 heure et demie qui peut-être aurait pu tout changer puis qui nous aurait permis de retrouver son cellulaire. Puis un détail qui me sort pas de la tête, là, c'est qu'on sait que le téléphone de Liam, il était dans un angle de 120 degrés, là, directement devant cette tour-là, là, le Fairmont. Puis c'était vraiment comme dans le secteur de son hôtel, dans un rayon de moins de 2 kilomètres. Puis ça nous amène à penser que ben, Liam est resté vraiment près du village de Tremblant, là. Fait que c'est fou de se dire qu'on n'a jamais retrouvé son téléphone dans un périmètre aussi petit. Puis encore aujourd'hui, Liam ni son téléphone n'ont été retrouvés, là. Aucune nouvelle piste. Rien s'est rajouté, là. Puis ça reste tellement mystérieux, selon moi, là. Oh my God, c'est fou cette histoire. Puis il y a bien du monde qui vont croire à un accident, à une chute, à une noyade. Il y a d'autres gens qui vont penser que c'est un acte criminel. Puis c'est d'ailleurs la théorie qui est privilégiée par la famille. Mais la réalité, c'est qu'encore à ce jour, il n'y a aucune hypothèse qui peut être confirmée à 100%. Puis c'est ça qui rend cette histoire aussi troublante. Parce que tous les détails qu'on a, ça nous permet d'avoir plein de pistes. Oups, j'ai accroché mon micro. Ça nous permet d'avoir plein de pistes, mais on n'a pas d'autres jus, genre, pour approfondir rien de tout ça, là. Fait qu'en tout cas, moi, ça me reste dans la tête, cette disparition-là. J'ai tellement hâte de savoir ce qui s'est passé. J'espère tellement qu'on va savoir. Puis moi-même, on dirait que j'arrive pas à me situer, là, à travers tout ça. J'ai l'impression que c'est tellement inexplicable. J'ai l'impression qu'il nous manque un seul détail ou genre un seul aveu, mettons, là. C'est tellement frustrant. Puis personnellement, la théorie du hit and run, là, ben, ça reste celle qui me paraît le plus logique, là. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Liam et ses proches, là. Mais j'arrive pas à me sortir de la tête les images de la silhouette qu'on voit passer derrière l'hôtel. Tu sais, j'en ai parlé tantôt, là, mais sur les images de surveillance derrière l'hôtel où logeait Liam, on voit une silhouette, puis on n'a jamais pu confirmer si c'était vraiment lui, là, mais ça ouvre certaines pistes que je considère pertinentes parce que derrière cet hôtel-là, il y a comme une rue, là, un genre de chemin en pente. Puis en allant sur place, là, je suis allée, puis honnêtement, moi, ça m'a sauté aux yeux direct, là. Si Liam s'est retrouvé sans carte d'accès, là, par exemple, il y a un peu d'alcool dans le sang, il est pas sous, mais tu sais, il cherche, il veut rentrer à l'hôtel, tu sais, il a pas ses cartes, il cherche un chemin pour rentrer. Ben, tu sais, je l'imagine, là, comme faire le tour, essayer de trouver une porte, tu sais. Puis quand tu passes derrière l'hôtel, là, allez voir la vidéo que j'ai faite, mais on voit vraiment, là, c'est comme un petit chemin étroit, là, puis je trouve que ça fait du sens qu'il soit passé par là, là, pour chercher un accès. Puis quand tu passes derrière l'hôtel, il y a comme le quai de débarquement, là, puis il y a un gros container, puis après, c'est une rue en pente, là, comme je vous ai dit. Puis en passant par là, ben, il se dirige vers le parking où on a retrouvé son portefeuille. Donc, est-ce qu'il est passé par là, puis que quelqu'un l'a frappé, tu sais? Je me sens tellement mal d'apporter des théories comme ça, mais j'ai l'impression que ça se peut. Tu sais, dans un contexte où est-ce qu'il y a des gens qui ont bu, ils ont fait la fête, parce que dans le fond, cette rue-là, là, en pente, il y a comme plein d'hôtels, de petits chalets locatifs, là, si on veut. Tu sais, y a-tu une gang d'amis ou genre un taxi, là, tu sais, je sais pas, une gang de gars en état d'ébriété ou genre distrait, tu sais, quelqu'un qui cherche sa vape ou genre un fil auxiliaire qui, on regarde pas devant nous, puis là, bam, tu sais. Ça se peut, il fait tellement noir, tu sais, je l'ai dit tantôt, c'est pas full éclairé, tu sais, je sais pas, c'est une théorie qui
qui me reste en tête, puis je sais pas, je me dis que c'est possible qu'un accident soit survenu dans un endroit peu éclairé, puis que le conducteur n'ait tout simplement pas vu Liam. Puis tu sais, c'est-tu des gens qui avaient bu? C'est-tu des gens qui avaient peur des conséquences? Tu sais, le fait qu'on n'ait jamais retrouvé son corps encore à ce jour dans le village, dans le secteur, je me dis, c'est presque impossible. Est-ce que son corps a été déplacé? Puis tu sais, là, je me sens comme vraiment mal d'apporter des théories comme ça. C'est vraiment pas pour amener comme un point de vue sensationnaliste ou quoi que ce soit, mais on dirait que, je sais pas, c'est quelque chose qui me chicote. Puis j'aimerais ça savoir si je suis la seule à penser ça. Puis c'est peut-être parce que je suis allée sur les lieux, puis que, tu sais, en faisant le chemin qu'il a fait, moi, je trouve ça logique. Là, mettons, je me mets à sa place, j'ai pas ma carte, je cherche un chemin pour me rendre, je vais faire le tour. Tu sais, y a-tu une sortie d'exit? Y a-tu comme. Je vais-tu croiser quelqu'un qui travaille à l'hôtel qui va pouvoir m'ouvrir? Tu sais, fait que c'est ça. J'affirme rien, j'ai pas envie d'insinuer quoi que ce soit non plus, là, mais c'est un scénario qui me restait en tête. Puis je me devais de vous le partager. Parce que ben j'aimerais ça qu'on ait des réponses un jour, puis j'espère que ça va permettre d'ouvrir un dialogue dans le respect, là, évidemment, puis que ça va peut-être nous mener à avoir une conclusion sur cette enquête qui est toujours en cours en ce moment. Donc, pour conclure ce premier cas de disparition que je vous présente sur le podcast, je vous invite à communiquer avec la Sûreté du Québec si vous avez la moindre information, le moindre détail concernant la disparition de Liam. C'est encore récent, c'est encore d'actualité, il y a encore plein de recherches en ce moment. Fait que faut pas se dire qu'il est trop tard. Allez regarder dans vos photos. Si jamais vous avez, tu sais, si c'est criminel, puis que, genre, faut parler, c'est tellement important. Genre, pour vrai, il y a une famille qui est dévastée présentement, une communauté qui se pose tellement de questions. Fait que je vous invite à partager l'épisode le plus possible, non pas pour moi, là, pas pour le podcast en soi, là, mais pour qu'on parle de Liam, pour que le plus de gens possible entendent parler de lui. C'est important, je le répète, mais sur Instagram, j'ai publié une vidéo là, de la configuration des lieux, puis avec la narration là, pour vous situer un peu, puis je vous recommande vraiment d'aller regarder. Là, je pense que ça peut vraiment comme apporter une certaine... ça peut complémenter, en fait, mon épisode. Puis, ben c'est ça. J'espère que vous avez aimé ma façon de raconter l'épisode d'aujourd'hui, même si c'était un sujet difficile. En tout cas, pour ma part, moi, je trouve que c'est pas facile. Des disparitions, quand on n'a pas de réponse, c'est horrible. Tu sais, les parents peuvent pas faire un deuil. Les parents peuvent pas avoir une conclusion, tu sais, à tout ça. Fait que c'est super triste. Donc, ben c'est ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à me laisser un 5 étoiles et un commentaire pour m'encourager. Ça fait full la différence. Ça me fait plaisir de vous lire aussi. Puis si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'affaire Liam Thoman, évidemment, toutes mes sources vont être en description. Je vais également linker là, le reportage de Radio-Canada. Puis je vous recommande aussi, là, il y a un balado Histoire d'enquête sur audio. Je pense pas que j'en ai parlé dans l'épisode, là, mais c'est la saison 8. Il y a un total de 6 épisodes. Puis c'est Marie-Maude Denis là, qui a fait ça, encore une fois. Puis je me répète, mais elle a fait un travail hors pair. Les épisodes sont très bien faits. Puis ça l'a amené plein d'informations, plein d'éléments complémentaires à ce que je savais déjà. Là, fait que je vous recommande vraiment de l'écouter. Et ben c'est ça, je pense qu'on devrait tous s'intéresser aux disparitions qui ont lieu dans notre province. Puis je vous invite à jeter un coup d'œil puis à vous rafraîchir la mémoire avec ces photos puis sa fiche descriptive, même si vous l'aviez déjà fait. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Vous me direz si vous aimez ça, là, les histoires de disparition. Là, habituellement, je me concentre sur des histoires différentes, des histoires de meurtre et tout, mais là, c'était une disparition non résolue encore. Fait que vous me direz si vous aimez ça. J'en ai d'autres qui ont... J'ai écrit... En fait, moi, j'écris mes épisodes d'avance, là, puis après ça, je fais une sélection selon ce qui me tente. J'en ai d'autres par rapport à des disparitions que c'est pas prévu que j'y fasse bientôt, mais en tout cas, si jamais vous voulez que c'est un sujet qui vous intéresse, les disparitions, bien, faites-moi le savoir, puis peut-être que j'en ferai plus. Donc, c'est ça, merci d'avoir été là, je vous aime full, puis on se retrouve dans un prochain épisode de Mockshot. Bye!
Le balado Mockshot est produit et réalisé par Leila Girard. La musique et la conception sonore par Nicolas Châtel.